Il est 8h10, bienvenue si vous nous rejoignez sur RCF et Radio Notre-Dame. Dans 20 minutes, le journal de Radio Vatican avec une analyse de l'électorat polonais au lendemain de la victoire du candidat d'opposition nationaliste. Le Premier ministre polonais Donald Tusk d'ailleurs a annoncé lundi qu'il demanderait prochainement la confiance du Parlement. Vous l'entendrez avec Alexandra Sirgan donc à partir de 8h30, mais d'abord l'invité de la matinale. C'est une marotte de François Bayrou, les règles électorales. Hier, le Premier ministre recevait les différentes forces politiques pour évoquer l'introduction d'une dose de proportionnelle dans les élections législatives. Aujourd'hui, le Sénat s'interroge sur les règles électorales des municipales de Paris, Lyon et Marseille. Dans les deux cas, se pose la question des modalités de l'expression de notre démocratie. Qu'est-ce qui fait que nous sommes en démocratie ? Comment améliorer le fonctionnement de notre pays, si tant est que cela soit juste ? C'est l'objet d'un passionnant essai publié chez Passé Composé que vous signez. Raphaël Dohan, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous êtes normalien, haut fonctionnaire. Vous publiez donc « Faire de la France une démocratie » puisqu'affirmez-vous, la France n'est pas une démocratie. Vous y allez un peu fort. Un peu fort, mais en fait, je prends démocratie dans son sens étymologique, originel, presque primitif, celui que les Grecs lui donnaient quand ils ont inventé le terme, qui veut dire simplement que c'est le régime où le peuple a le pouvoir et où, plus précisément, le peuple fait lui-même les lois. Ce qui n'est pas du tout notre cas, puisque, comme vous savez, les lois sont votées par le Parlement, même si on a... C'est la représentation nationale ? C'est la représentation nationale, mais le régime représentatif n'est à l'origine, lors de la Révolution française, pas pensé comme une démocratie, justement. Les révolutionnaires, en 1789, instaurent effectivement un système parlementaire et représentatif, mais pour eux, dans leur tête, ce n'est pas du tout une démocratie, puisqu'ils font encore, comme les philosophes classiques de l'Antiquité, cette distinction entre les différents types de régimes, entre la monarchie, l'aristocratie, l'oligarchie, la démocratie, et la démocratie, pour eux, ne se conçoit que si les citoyens eux-mêmes votent les lois, ce qui n'est pas ce qu'ils voulaient instaurer lors de la Révolution française, à part certaines personnes comme Condorcet. D'où nous vient alors la démocratie en France, si elle ne nous vient pas de la Révolution ? En fait, la seule véritable part de démocratie que nous avons et que nous avons eu, c'est l'existence du référendum dans la constitution de la Ve République, telle que l'a voulu le général de Gaulle, puisque c'est la seule manière pour le peuple français d'exprimer directement, non seulement son opinion, mais surtout d'adopter lui-même des projets de loi. Donc c'est les seules manières pour les citoyens français de voter la loi, c'est par le référendum, qui, comme vous le savez, a été finalement peu utilisé dans les dernières années. C'est-à-dire que pour vous, Raphaël Dohan, la démocratie la plus pure ne peut s'exprimer que par la participation directe des citoyens. C'est le sens même du régime dans son sens philosophique classique. Après, ça ne veut pas dire que la démocratie totale et absolue est nécessaire ou indispensable. Et on peut très bien, d'ailleurs, la plupart des philosophes antiques s'accordaient sur le fait que les meilleurs régimes, c'était les régimes mixtes qui prenaient un peu à chacun des types, un peu à la monarchie, un peu à l'aristocratie, un peu à la démocratie. Et en fait, la Ve République est une sorte de régime mixte de cette nature, avec un président qui a des traits de monarchie, un parlement qui a des traits d'aristocratie, et donc le référendum qui, s'il était utilisé réellement, pourrait constituer la jambe démocratique du régime. Quelles sont les failles de notre système politique actuel, alors de notre système démocratique plutôt ? Alors la principale faille, donc, c'est qu'on n'utilise donc jamais en fait cette procédure qui permettrait au peuple de s'exprimer directement, ce qui me paraît avoir deux problèmes principaux. Le premier, c'est bien sûr que les Français eux-mêmes ne sont pas invités à s'exprimer sur les questions qui les concernent le plus, mais surtout, c'est que ça plonge le pays dans une sorte d'impasse, d'inactivité, puisque on voit que la classe politique, et notamment le régime des partis, comme disait le général de Gaulle, s'est enfermé dans une sorte de blocage. On le voit à l'Assemblée aujourd'hui, avec trois forces quasiment égales et qui ne peuvent pas s'entendre, ce qui fait que toutes les réformes que nous devrions faire, toutes les grandes questions que nous devrions trancher ne le sont pas, du fait en fait de l'impossibilité de le traiter démocratiquement. Et vous prenez trois exemples alors qui peuvent cliver. Vous prenez trois exemples dans cet essai: l'euthanasie, l'immigration et le cannabis. Trois sujets, dites-vous, sur lesquels il y aurait un consensus absolu parmi la population. 92% des sondés déclarent soutenir l'euthanasie. Une majorité de Français s'est prononcée en faveur de la dépénalisation du cannabis. Et concernant les migrants, 67% des Français jugent que les différences de valeur entre immigrés nationaux posent des problèmes de cohabitation. Et donc, trois sujets sur lesquels, selon vous, s'il y a une vraie démocratie, on arrivera à une décision politique bien plus rapide. Oui, mais parmi d'autres, il y en a d'autres, sur l'énergie, le nucléaire, sur la fonction publique. Il y a plein de sujets, en fait, sur lesquels, comme ceux que vous avez cités, on voit de grandes majorités, de très larges majorités au sein des Français
Alors c'est d'après les enquêtes d'opinion, et bien sûr, peut-être qu'un débat en vue d'un référendum changerait l'opinion des gens. Mais en tout cas, on voit ça aujourd'hui, et alors que la classe politique, sur ces différents sujets, est totalement divisée au point de ne jamais réussir à prendre la moindre décision. Et ce qui me paraît frappant, c'est que alors qu'on accuse la démocratie d'être un régime trop faible, qui doit faire des compromis, qui ne sait pas décider, etc., en fait, on voit aujourd'hui ce qui nous manque, c'est le manque de démocratie au sens propre, parce que justement, si on faisait appel au peuple directement, on trancherait beaucoup de sujets qui aujourd'hui ne le sont pas. Or, vous prenez l'exemple du nucléaire. Le nucléaire, si on demandait aux Français, ils n'y connaissent rien. Nous n'y connaissons rien dans le nucléaire. Heureusement qu'on avait des représentants qui travaillent, qui prennent le temps de travailler ces sujets pour pouvoir les approfondir. Alors d'abord, la démocratie telle que je la conçois, dans ce régime mixte, n'abolit pas la représentation non plus. Il faut toujours, évidemment, on ne va pas demander aux Français d'aller voter absolument toutes les lois et de prendre tous les décrets et les règlements tous les jours. Mais donc il faudra forcément des représentants et une autre fonction publique pour prendre les décisions les moins essentielles. Mais surtout, ce qui est important, c'est que le référendum donne lieu à un débat qui est un débat informé. Et même c'est la meilleure manière, c'est la meilleure solution pédagogique, en un certain sens, pour que les Français soient au courant des questions qui les concernent. Et je pense que s'il y avait un débat sur le nucléaire pour un référendum, les Français deviendraient beaucoup plus experts du nucléaire qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et rappelons qu'il y a quand même beaucoup de parlementaires et d'hommes politiques qui ne sont pas spécialement grands connaisseurs du nucléaire et qui ont pris des décisions malheureusement regrettables en la matière. Mais Raphaël Dohan, ça veut dire qu'il y a un présupposé pour qu'une démocratie fonctionne bien, c'est que chaque citoyen s'informe convenablement et vote en conscience et en responsabilité. Est-ce qu'on en a envie ? Alors moi j'en ai plutôt envie parce que d'abord... Est-ce que les Français en ont envie ? Alors, ça, c'est une autre question. Je pense que les Français en ont envie. Quand on regarde les sondages d'opinion, d'ailleurs, ils demandent très fortement de pouvoir être consultés par référendum. Ensuite, je pense que, d'une part, ça permettrait effectivement de les intéresser et donc de les informer sur les sujets qui les concernent, parce que même quand on ne les consulte pas, n'empêche que c'est eux qui, aujourd'hui, élisent nos représentants. Est-ce qu'on a envie qu'ils les élisent en se désintéressant des sujets de fond, ou est-ce qu'on préfère, au contraire, qu'ils aient l'occasion de porter vraiment leur attention sur tel ou tel projet de loi ? Moi, je trouve que c'est mieux qu'ils soient saisis directement des projets de loi. Et puis, il y a une vertu aussi à la décision collective, que Aristote mentionnait déjà, c'est que même si individuellement, les gens peuvent se tromper, collectivement, il peut y avoir aussi une sagesse propre à la décision collective qu'aujourd'hui, nous ne retrouvons plus vraiment. Que nous ne retrouvons plus vraiment, et se pose donc la question de nos hommes politiques. Eux, souhaitent-ils plus de démocratie ? Ça dépend lesquels. Je trouve qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'hommes politiques qui parlent de référendum, qui disent qu'il faudrait faire un référendum sur ceci, sur cela. Ensuite, ils le mettent peu en pratique quand ils sont au pouvoir. Le problème aussi, c'est que la Constitution, aujourd'hui, ne laisse l'initiative du référendum quasiment qu'au président de la République. Ce qui était très bien sous le général de Gaulle, parce que lui-même en a pratiqué beaucoup. Il en a fait quand même 5, de 58 à 69. Et il n'y en a eu que 5 autres sous ses successeurs. Mais justement, le fait que ça ne soit qu'à la main du président de la République fait que certains peuvent être tentés de ne pas l'utiliser du tout, par crainte d'ailleurs de devoir désavouer. C'est pour ça que je le propose dans ce livre de redonner une initiative parlementaire au référendum en permettant à un quart des députés, une fois par an, alors avec certaines conditions et restrictions, de pouvoir déclencher eux-mêmes un référendum sur une proposition de loi, ce qui serait, je pense, de nature à, par une sorte de jeu entre la majorité et l'opposition, à permettre aux Français d'être plus souvent saisis de lois importantes. Il y a quelques semaines, il y a eu une grande émission de télé d'Emmanuel Macron sur TF1 dans laquelle tous attendaient l'annonce d'un référendum ou de plusieurs référendums. Finalement, rien. Vous avez dû être déçu, Raphaël Dohan. Alors, on ne s'attendait pas non plus forcément à grand-chose. Non, on s'attendait au moins à une piste. Oui, en matière de référendum, Emmanuel Macron évoque beaucoup, mais convoque peu. Peut-être qu'un jour, il y parviendra. Hein. Peut-être que je trouve que c'est son intérêt, en plus, personnel, purement égoïste, parce qu'il n'a aujourd'hui quasiment plus aucun levier pour agir. C'est un président qui, a priori, était censé effectuer des réformes. Je crois qu'il se voit comme un réformateur. Et le seul outil qu'il a pour réformer aujourd'hui, c'est le référendum, puisque l'Assemblée n'est plus à sa majorité, qu'elle est de toute façon bloquée, alors qu'il pourrait effectivement convoquer les Français directement pour faire adopter des projets de loi. Donc c'est un peu dommage que depuis la dissolution et le blocage de l'Assemblée, il n'y ait pas eu du tout recours. Pourquoi ne le fait-il pas ? Je pense que c'est assez éloigné de sa propre culture politique, qu'il est très... finalement, il y a quelque chose d'assez aristocratique chez lui, au sens de la division des régimes politiques. Voilà. Et puis aussi, peut-être qu'il craint un peu l'anti-plébiscite. On a beaucoup cru sous la Troisième République que le référendum était un outil plébiscitaire qui pouvait conforter celui qui est au pouvoir. Aujourd'hui, les hommes politiques ont plutôt le sentiment inverse, que ça va les saper leur autorité. C'est personnel, en fait. Et aussi avec le précédent créé par le général de Gaulle en 69, de dire si je perds ce référendum, je m'en irai. Ce qui peut peser sur la conscience des futurs présidents, enfin des actuels présidents,
Alors même que ça ne me paraît pas consubstantiel à la pratique du référendum. On pourrait très bien imaginer qu'il propose aux Français de trancher une question et un projet de loi par référendum sans s'engager à démissionner si jamais la réponse est non. Souvenons-nous, il y a quelques années, Emmanuel Macron avait promis un référendum sur l'écologie. Un référendum qui, a priori, allait faire consensus. Pourtant, il ne l'avait pas fait. Pour vous, c'est sa culture politique qui explique ça aussi ? Oui, c'est à la fois ça. Bon, il y a une question de circonstance aussi. Le fait que beaucoup de soutiens doivent lui dire que c'est une mauvaise idée, parce que précisément, il y a cette idée chez les politiques que, par exemple, le peuple ne répond pas à la question qu'on lui pose, ce qui me paraît vraiment empiriquement faux quand on regarde les... Oui, c'est une idée reçue, dites-vous. Je trouve, quand on regarde les référendums précédents, par exemple ceux sur la construction européenne, on a eu celui de 92 sur le traité de Maastricht, celui de 2005 sur le traité sur la Constitution européenne. Les débats ont vraiment porté sur la construction européenne et sur les traités qui étaient soumis aux Français, pas tellement sur, comme on croit souvent, celui qui a posé la question. On n'a pas de temps parlé de François Mitterrand et Jacques Chirac pendant ces deux campagnes référendaires. Au contraire, je crois même que c'était les campagnes où on a le plus parlé vraiment d'Europe, de toutes les campagnes confondues, y compris les élections européennes. Donc moi, je ne crois pas du tout que, que dans un référendum, on ne réponde pas à la question posée. Mais c'est une idée tellement répandue que je pense que ça bloque beaucoup d'hommes politiques. Vous citiez 2005, ce référendum sur la Constitution européenne où les Français ont répondu non. Mais 2 ans après, le traité de Lisbonne, et sans référendum, on adopte cette Constitution européenne. Est-ce que le malaise des politiques vis-à-vis du référendum vient pas aussi de ce qui s'est passé il y a 20 ans et il y a 18 ans à Lisbonne ? C'est possible. Je ne fais pas remonter comme d'autres ce malaise démocratique à la date de 2005 et 2007, parce que je pense que voilà, on était déjà sur cette, enfin, on avait déjà assez peu de démocratie auparavant. Encore une fois, dans ce sens très très spécifique. Mais le traité de Lisbonne, je pense, a plutôt révéler la différence d'opinion, de sensibilité, de tendance entre les représentants et les représentés. Et c'est ce qui montre qu'on a besoin précisément de méthodes de consultation populaire. C'est pour vérifier régulièrement sur des sujets importants que ceux qu'on appelle nos représentants correspondent effectivement à ce que veulent les électeurs, les citoyens. Et je trouve que la combinaison 2005-2007 a montré que c'était pas le cas sur des sujets quand même particulièrement importants. Le Vatican est une monarchie absolue de droit divin, une théocratie même. Et pourtant, on l'a vu, le conclave est un mode de désignation qui fonctionne. Est-ce que le système politique ne pourrait pas s'inspirer d'un mode de désignation qui marche dans une institution ? Mais les monarchies marchent, il n'y a aucun doute. Moi, je suis démocrate parce que je pense que c'est un système d'abord qui pourrait convenir à la France et qui a aussi une capacité d'action plus forte que les monarchies. Donc, contrairement à ce qu'on croit, la démocratie n'est pas du tout le plus faible des régimes. Mais la monarchie, ça fonctionne. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que tant de gens aujourd'hui se prétendent démocrates, alors même qu'en fait, ils ne partagent quasiment aucun des postulats de la démocratie. Vous pensez à qui ? Plein de gens, plein de philosophes, d'hommes politiques aussi, qui vont dire spontanément que oui, ils sont démocrates, qu'ils sont pour la démocratie, mais qui en fait considèrent que, 1, le peuple n'a pas toujours raison, 2, qu'il ne faut pas lui donner directement la parole. Et même beaucoup de gens qui se disaient démocrates étaient par exemple contre l'élection du président de la République au suffrage universel en 1962. Ils étaient contre les référendums faits par le général de Gaulle, mais ils se disaient démocrates. Je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. On pourrait vous opposer que la première démocratie, la démocratie athénienne, ne donnait pas la parole ni aux femmes ni aux esclaves. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, c'est plutôt une question anthropologique. C'est pour eux... Les citoyens n'étaient que les hommes parce qu'il y avait aussi ce lien avec les citoyens soldats, avec la guerre, etc. Mais en fait, ça n'est pas du tout pour moi une incompatibilité philosophique. Athènes était vraiment une démocratie. Simplement, pour eux, les citoyens ne comprenaient pas les femmes et les esclaves. Mais ça marche. Enfin, le système s'adapte très bien dans un monde où justement les femmes et l'absence d'esclaves rejoint le corps civique. Dans cet essai, Raphaël Dohan, vous nous apprenez 2 mots, et 2 mots qui sont assez intéressants pour comprendre un système démocratique. Et je me permets donc de les citer, vous allez nous les expliquer. Les mots iségoria et parésia. L'iségoria, c'est l'égalité de parole, auquel se joint la parésia, la capacité à parler de tout. En quoi ces 2 principes nous permettent de mieux comprendre la démocratie ? Oui, ce sont deux termes propres à la démocratie athénienne, qui impliquent de permettre à chaque citoyen à la fois d'avoir la parole, ce qui est important notamment à l'Assemblée lors des réunions pour pouvoir proposer par exemple une loi ou donner son avis sur une proposition de loi, et le fait de ne pas se limiter dans sa prise de parole, de ne pas s'autocensurer, de ne pas sentir le risque d'avoir des paroles interdites. Et ça, c'est effectivement
décisif dans la démocratie, parce que la démocratie repose sur la délibération, sur la discussion libre entre les citoyens. Si jamais cette liberté d'expression, comme on le dirait aujourd'hui, pour faire une sorte d'anachronisme, est menacée, la démocratie ne fonctionne pas bien, parce que ça veut dire qu'il y a des sujets qui échappent à la discussion des citoyens. Et or, le principe même de la démocratie, c'est que les citoyens puissent se prononcer sur tout, en principe. Et donc, Raphaël Dohan, la question logique, c'est celle de la liberté d'expression. Absolument. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'avoir une liberté d'expression suffisante pour permettre un libre exercice démocratique? Je trouve que oui, aujourd'hui. C'est un peu plus inquiétant dans d'autres pays où il y a eu un dossier récent de The Economist sur le Royaume-Uni notamment, où effectivement, il y a quand même des tendances un peu inquiétantes de certains qui pensent que voilà, beaucoup de paroles sur les réseaux sociaux doivent être passibles d'amende, voire de peine de prison. Évidemment, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de bêtises et même d'infamies qui sont dites. Ça ne veut pas dire qu'on doit les condamner pénalement. Je pense que c'est assez dangereux. Il ne faut pas les condamner. En fait, la Constitution américaine est plutôt bien faite de ce point de vue-là et reprend des positions philosophiques qui avaient été traitées par les penseurs libéraux du 19e siècle, comme John Stuart Mill, sur le fait que les limites à la liberté d'expression, ça doit en fait se résoudre ou se limiter aux limites, aux actes ou aux paroles plutôt, qui sont quasiment des actes, c'est-à-dire l'appel au meurtre, l'appel à la violence, la diffamation, où on sait très bien qu'on dit quelque chose de faux sur une personne précisément pour lui faire du mal. Et je pense qu'aller au-delà de ces cas finalement un peu limites, c'est assez dangereux parce que ça donne une sorte de pouvoir à des censeurs de décider ce qui est bon ou pas bon dans l'opinion publique, et ça c'est un danger. Oui. Quand vous voyez François Bayrou qui se bat pour introduire une dose de proportionnelle, quand vous voyez l'Assemblée qui se prononce sur les élections municipales à Paris, Lyon et Marseille, qu'est-ce que vous vous dites ? Sur la proportionnelle, que c'est un sujet qui me paraît finalement presque mineur par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure. En fait, le mode de scrutin aujourd'hui ne me paraît pas être le responsable de la situation de blocage qu'on connaît dans le monde politique. On voit qu'on a un scrutin majoritaire qui était censé en principe éviter ce genre de situation, qui ne l'a pas évité, mais parce qu'en fait il y a une vraie division dans la classe politique entre effectivement trois grands groupes politiques ou idéologiques qui ne peuvent pas s'entendre par définition. Donc même si on mettait la proportionnelle, on aurait en fait le même genre de résultat. Donc je ne suis pas sûr que ce soit ça qu'il faille, que ce soit la priorité aujourd'hui si on veut régler les problèmes démocratiques du pays. Pour vous, on l'a compris, il faut un référendum rapidement, c'est bien ça ou même plusieurs. Ou même plusieurs. Merci beaucoup Raphaël Dohan d'être venu nous parler de démocratie ce matin et de référendum. Faire de la France une démocratie, c'est publié chez Passé Composé. Raphaël Dohan, je rappelle que vous êtes normalien haut fonctionnaire et donc essayiste. Cette interview est à retrouver sur notre site internet et en vidéo sur notre chaîne YouTube, comme chaque matin.